La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ensemble faire un tour d'horizon de l'actualité ici au Togo. Mais bien avant le développement, voici le sommaire. Que renferme le budget de l'État exercice 2020 voté mercredi dernier à l'Assemblée nationale? Nous posons la question ce soir pour mieux cerner les grandes orientations du budget et avec Augustin Kossi en début du journal. La Cour des comptes, l'institution veut revoir ses pratiques pour des actions plus efficaces sur le terrain. La nouvelle stratégie ou son plan d'action, on en parle également dans ce journal. La fête de Noël, vous le savez, rime bien avec les cadeaux pour les enfants et la communauté chinoise s'illustre déjà pour accompagner le gouvernement à garantir une bonne fête de Noël aux enfants vulnérables. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le 20h. À la présidence de la République ce matin, le chef de l'État, Faressozi Magnasimbe, a conféré avec une délégation de la Chambre nationale des notaires du Togo. La délégation était sur place pour présenter au président de la République 2 prix internationaux décernés à des notaires togolais. Une fierté nationale que le chef de la délégation nous relate au sorties de l'audience. Il est au micro d'Anoud Kéliou. Nous avons eu le privilège ce matin d'être reçus par son Excellence le Président de la République pour venir lui présenter 2 prix. Le notariat togolais est honoré cette année par 2 prix prestigieux. Le premier, délivré par l'Union internationale du notariat latin à notre confrère Maître Garibwekou Kokou. Son prix s'appelle Prix André Ducré, qui sanctionne les travaux scientifiques élaborés par les pays membres de l'Union internationale du notariat latin. Donc c'est le premier prix au monde notarial qui est décerné cette année au Togo par la personne de notre confrère M. Garibwekou. Le deuxième prix que nous sommes venus présenter à son Excellence le Président de la République est reçu par notre conseiller M. Kayaka Abounima. Elle a été honorée par le Grand Prix international de récompense des acteurs du développement africain. Donc tous 2 sont des notaires et c'est de bon temps que nous avons voulu donner la primeur à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous sommes venus le féliciter, le remercier pour tout ce qu'il fait à la tête de notre pays et la paix qui règne dans le pays puisse profiter à tous les citoyens pour le développement du pays. On en vient maintenant au budget de l'État exercice 2020 connu depuis mercredi dernier. Et oui, 1466,2 milliards de francs CFA vont servir pour les prochains mois d'exécuter des projets de développement dans les secteurs porteurs. Comment alors ce budget est-il orienté ou tout simplement quelles devaient être les grandes orientations? Augustin Kossi pour les éléments de réponse. Avec une hausse de 2,5%, le budget de l'État gestion 2020 s'établit à 1466,2 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses. Près de 50% est affecté aux secteurs sociaux. Il intègre le PND en mettant un accent sur l'exécution des projets structurants, le développement de l'agriculture avec l'organisation des pôles de transformation agricole, la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC et le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. L'exécution du projet CISO va s'accentuer avec l'installation des plateformes photovoltaïques. Ce budget prend en compte les grandes orientations comme le financement de l'investissement à hauteur de 23% des ressources budgétaires. La santé occupe une place de choix avec la construction et la réhabilitation des centres de santé. Le budget prévoit également l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que des retraités par la revalorisation de la valeur indiciaire. Il y aura des
recrutement des agents de l'État dans l'éducation, la santé ainsi que dans l'agriculture. Bien plus encore, le fonds d'appui aux collectivités locales est augmenté en vue de l'opérationnalisation de la décentralisation au Togo. Il est envisagé la construction des maisons de retraite et des bâtiments devant abriter les communes. Les mines et énergies, les transports et infrastructures ont connu aussi une hausse conséquente. Dans un environnement sécuritaire caractérisé par des menaces terroristes, le budget 2020 a pris des mesures idoines. L'État opte donc pour une politique budgétaire prudente, cohérente et réaliste. Elle est axée sur une performance dans la collecte des ressources fiscales et non fiscales, le tout orienté vers la satisfaction des besoins sociaux des populations. Le budget présente aussi des innovations et allègements des charges au profit des PME et PMI. Pour le renouvellement du parc automobile, il est prévu l'octroi des avantages fiscaux et douaniers, l'abattement sur la valeur des douanes, notamment 100% des véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf. Les mesures de lutte contre les fraudes et évasion fiscale vont être renforcées en vue d'une gestion efficace axée sur les résultats du budget 2020. Augustin Kossi, à l'instant et dans nos prochaines éditions, nous essaierons encore plus de décortiquer le budget et ses secteurs d'exécution. La suite de cette édition, l'assurance maladie INAM veut s'ouvrir au monde estudiantin, une mesure qui répond à la politique d'inclusion sociale des plus hautes autorités du pays. Lucassi pour le reportage. Consultation ophtalmologique, prise de tension, vérification de la glycémie et la dissémination de conseils pratiques relatifs à la santé. Ce sont là quelques activités inscrites au menu de la journée de l'assurance maladie des étudiants. Une journée qui permet donc à l'Institut national de l'assurance maladie INAM de s'ouvrir au monde estudiantin. En 2017, nous avons reçu des instructions du président de la République pour qu'on puisse sans délai entamer une étude pour la couverture des étudiants. Et comme pour tous les groupes, nous avons commencé ce processus qui a avancé. Aujourd'hui, on est à l'étape des choix et des options qui seront validées après par les comités d'étudiants des universités de Lomé et de Kara. Mais il est important aussi que pour cela, nous ayons la même notion, les mêmes compréhensions de la protection sociale, mais surtout également qu'on puisse, au sein de l'université, créer un cercle de réflexion sur l'avenir de la protection sociale et c'est un sujet d'intérêt national. Nous arrivons à la fin du processus et je suis sûre que cela apportera un soulagement aux parents, mais surtout aux étudiants qui vont pouvoir se soigner très rapidement. Des discussions approfondies seront menées sur le système d'assurance maladie adapté aux étudiants et l'importance de la protection sociale dans le développement. C'est une initiative louable parce que le problème était depuis posé à notre niveau par nos étudiants qui se disent oui, les enseignants chercheurs sont assurés, le personnel est assuré, pourquoi pas nous? Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour les recevoir et pour qu'ils puissent échanger avec nos étudiants, leur proposer différentes voies de solutionner ce problème. La journée de l'assurance maladie des étudiants vient en complémentarité aux actions déjà amorcées par les responsables universitaires pour offrir une bonne santé aux étudiants. Cette initiative de l'INAM répond à la préoccupation de l'État d'assurer la couverture sociale pour toutes les couches de personnes sur la terre togolaise et aussi à la vision de l'université de Lomé d'accompagner non seulement les étudiants sur le plan académique mais aussi sur le plan social. L'université a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, la rénovation des cités, la construction et la rénovation du dispensaire. Nous disposons aujourd'hui d'une ambulance médicalisée sophistiquée pour secourir les étudiants. Des solutions idoines sont attendues de cette journée pour l'effectivité de l'assurance maladie aux étudiants. Esther Laclé, dans le sujet qui va suivre, nous parlera de la stratégie nationale d'inclusion financière, une autre mesure du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Ici, il est surtout question d'entretenir tous les partenaires, surtout du FNFI, pour une dynamique dans l'action. Reportage.
Les principaux moteurs de l'inclusion financière ont subi des mutations au cours de ces dernières années avec les transferts financiers et le mobile banking. Pour mieux répondre aux besoins des populations et promouvoir l'accès de tous aux services financiers, le Togo a opté pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'inclusion financière par le processus Making Access to Financial Services Possible, MARP. Le document est donc soumis à l'appréciation des différents acteurs. C'est un document qui définit le cadre dans lequel le secteur financier devra évoluer sur les 5 prochaines années pour pouvoir faciliter l'inclusion financière de notre pays, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux-là qui sont productifs, qui ont besoin des services financiers, puissent y accéder aisément. Et ceci ne pourra se faire que lorsque tous les acteurs intervenant directement ou indirectement dans le secteur collaborent et aient la même vision. Donc, pour pouvoir avoir cette même vision et évoluer dans un cadre concerté, il fallait prévoir un document, et c'est le document de stratégie nationale d'inclusion financière. L'effort du gouvernement en matière de finances inclusives s'est exprimé par la mise en place du Fonds national de la finance inclusive FNFI depuis janvier 2014. Il est question aujourd'hui de stimuler l'économie nationale en tenant compte du plan national de développement PND 18-22. Il s'agira dans un premier temps de porter pour nous donc une loi qui va permettre en fait à tous les acteurs et intervenants d'avoir un socle réglementaire beaucoup plus fort pour pouvoir leur permettre de servir au mieux nos différents bénéficiaires de produits de microfinance et aussi accroître l'inclusion financière dans notre pays. Donc ces différents travaux vont porter sur l'implication aussi bien des microfinances que nous connaissons, du gouvernement lui-même pour que chaque acteur gouvernemental puisse connaître le rôle exact qui sera le sien et la contribution qu'il aura, aussi bien les partenaires privés, donc que ce soit les compagnies d'assurance, que ce soit les opérateurs de téléphonie mobile. La vision nationale de cette stratégie est d'assurer d'ici à 2024 les services financiers à 75% de la population, taux qui aujourd'hui tourne autour de 45%. 200 000 personnes seront atteintes chaque année, soit 1 million d'ici 5 ans. Parlons également de cette mesure qui fait de l'inclusion sociale et financière une priorité ici au Togo. Éco-CPP de la Poste avec ses multiples offres comme le mobile money dans les zones les plus reculées. Avec le réseau granulaire, la Poste innove pour satisfaire les besoins des communautés à la base. Plus de précisions dans ce reportage signé Gérald Agoutou. Ici à Aïto, dans le Haro, le réseau de distribution granulaire de la Société des Postes du Togo est lancé. Il s'agit du déploiement des agents de distribution pour aider la Poste à connecter les milieux ruraux et à leur offrir des services de base. Électrification rurale via le projet CISO et la monnaie électronique EcoCCP à travers Timoni et Flouze. C'est un souci permanent du chef de l'État de rendre le quotidien facile à tout Togolais où qu'il soit. Donc c'est dans ce contexte, quand le projet CISO est né. Nous avons compris que l'une des composantes de réussite du projet CISO, c'est de rapprocher la monnaie électronique des populations afin que les utilisateurs des kits solaires n'aient plus à faire de longues distances pour payer leurs redevances ou leurs factures de l'énergie solaire. L'inclusion sociale fait partie d'une des priorités de la Banque africaine de développement. Le gouvernement fait de cet objectif une priorité. Nous ne pouvons, qu'institution de développement de l'Afrique, est la première qu'accompagner le gouvernement. Ce nouveau projet de réseau granulaire est une innovation introduite par la Poste pour faciliter l'accès des communautés rurales à ces différents services. Et déjà, la phase pilote du projet suscite une forte adhésion. 110 agents granulaires sont présents sur le terrain. La Poste compte porter cet effectif à 3000 agents à l'horizon 2021. Nous sommes à 30 km de Wahala.
Donc on est obligé d'aller à Wahala pour faire les retraits, par exemple sur Timoni ou bien sur Foulouse. Mais aujourd'hui, avec le réseau granulaire sur place, aujourd'hui dans les fermes, par exemple à Bayakopé ou à Aïto, on a les possibilités de faire nos transactions. Nos élèves sont aisés maintenant, ils apprennent sous la lumière, ils sont contents. Comme il n'y avait pas la lumière, s'ils reçoivent leur BPC, ils disent qu'ils vont aller en ville. Maintenant, ils sont conscients. Avec 66% de taux de pénétration en 4 mois, moi d'expérience, parce que j'ai de l'expérience sur tout le continent, l'expérience est quand même extraordinaire de voir ça en 4 mois d'activité. Et donc nous tenons à saluer tous ces acteurs, à saluer aussi le gouvernement qui a pensé à développer un tel projet en Afrique, parce que qui pense à l'électrification pense à la vie des personnes. Le secrétaire général représentant la ministre des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques a rappelé l'engagement du gouvernement à relever les défis du bien-être social en assurant un meilleur accès aux infrastructures de base. Finalité, contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement en son axe 3. Création de richesses à travers le renforcement des mécanismes d'inclusion. Dans la dynamique de l'exécution du mandat social du chef de l'État, Fort Issozinania Singbe, des fournitures scolaires, des tablettes et des équipements sportifs ont été remis au Collège d'enseignement général d'Aïto. Et que dire à présent des zones économiques spéciales en Afrique? Le concept était à l'ordre du jour des échanges entre opérateurs économiques venus de 35 pays d'Afrique, réunis ici à Lomé. Le point de la rencontre avec Gisèle Komlani et Carmen Madi Akapo. Le Togo mise sur le développement du secteur privé pour soutenir son économie. Les orientations stratégiques de l'axe 2 du PND visent la création des pôles de transformation dans les secteurs créateurs de valeur ajoutée et significativement tournés vers l'exportation. Dans le lot des instruments catalyseurs de transformation et de croissance économique, on note les zones économiques spéciales. Ce sont des endroits où les lois économiques sont très avantageuses pour les entreprises. Eh bien, Togo Invest porte l'initiative de leur mise en place au Togo. À ce grand rendez-vous de Lomé, les opérateurs économiques togolais et de plusieurs autres pays d'Afrique discutent de l'importance de ces zones économiques pour le développement. Si vous regardez le plan national de développement, il y a pratiquement une dizaine de zones partagées entre les zones, les agropoles et les zones industrielles. Donc si l'écosystème togolais ne comprend pas ce que c'est qu'une zone, il ne va pas travailler ensemble à la mise en place de ces zones-là. Alors vous avez une zone économique spéciale qui est déjà développée au Togo, la SAZOF. Donc on veut aller un peu plus loin. La particularité de la SAZOF, c'est de dire qu'on a 70% de la production qui est vers l'exportation et 30% qui peut être vers la consommation intérieure. Donc les zones économiques spéciales pour lesquelles on tend aujourd'hui, c'est ne pas avoir une séparation entre l'exportation et la consommation intérieure. Maintenant on va s'asseoir et on va discuter quelle est la proportion qu'on veut pour l'exportation et quelle est la proportion qu'on veut effectivement pour la consommation interne. Les zones économiques spéciales et les pôles de compétitivité se développent. Il existe un organisme qui regroupe ces zones afin de promouvoir le développement des zones économiques. L'Organisation africaine des zones franches, AFZO. Aujourd'hui, au sein de cette association, nous recensons aujourd'hui à peu près 70 membres représentant 35 pays africains et nous collaborons ensemble avec nos différents membres, avec nos différents partenaires à identifier les meilleures pratiques et à les implanter au sein de nos zones économiques. Et aujourd'hui, notre présence au Togo, c'est pour confirmer justement cette ambition de pouvoir soutenir fortement le développement des zones économiques. Le Togo, à travers Togo Invest et à travers la SAZOF, ils ont déjà entamé un processus que nous encourageons fortement. La création d'un cadre juridique et institutionnel facile pour fixer les mesures incitatives, notamment douanières et fiscales, est nécessaire pour la bonne promotion des investissements. Pour le ministre en charge du secteur privé, cette initiative est la bienvenue. L'initiative prise par Togo Invest et la société d'administration de la zone franche d'organiser cet atelier autour du concept des zones économiques spéciales
s'inscrit parfaitement dans la dynamique que connaît actuellement notre pays, le Togo, puisque tout en étant en lien étroit avec le plan national de développement 2018-2022, cette initiative vise aussi à rechercher les meilleures pratiques internationalement reconnues pour poursuivre l'amélioration du climat des affaires, promouvoir le développement du secteur privé et attirer plus d'investissements pour la mise en œuvre de notre plan. Les partenaires techniques et financiers, notamment la BAD et la Banque mondiale, accompagnent le Togo dans le processus de développement des zones économiques spéciales. L'autorité de régulation des marchés publics au Togo veut mettre en place des critères de classification des entreprises, une mesure qui invite les entreprises à respecter certaines directives pour compétir au niveau régional. Le point avec Antoinette Omao Vovo. Le secteur du BTP dispose désormais d'un nouveau mécanisme de qualification et classification des entreprises, bureaux d'études et laboratoires. Un instrument qui permettra à ces entreprises d'être plus compétitives sur le plan régional et international. Il y a aujourd'hui au niveau de la sous-région une grande compétition et la qualification des entreprises togolaises doit être également d'un certain niveau permettant, n'est-ce pas, à celle-ci de compétir au niveau régional. Donc cette qualification, cette classification qui est envisagée permettra d'avoir un nombre d'entreprises bien sérieux, mais en tout cas des entreprises capables, n'est-ce pas, d'assumer les activités pour lesquelles elles s'engagent. Dans le cadre de la passation et l'attribution des marchés publics, les autorités contractantes sont d'une part confrontées au nombre pléthorique des entreprises et les opérateurs d'autre part ont des difficultés à exécuter les marchés. Ce document vient donc juguler ces dysfonctionnements. Ils auront un mécanisme de qualification et de classification qui sera un peu plus objectif que ce qui existait avant, parce que dans l'ancien, c'est l'administration qui pilotait le processus, alors qu'ici, dans le nouveau mécanisme, les partenaires économiques, c'est-à-dire les opérateurs économiques, sont associés avec l'administration pour pouvoir évaluer, voir la capacité des entreprises à exécuter des ouvrages. La vulgarisation se fera auprès des différents acteurs afin de leur permettre une meilleure appropriation du contenu et de ses avantages et ainsi faciliter l'attribution des marchés publics à tous. La Cour des comptes et son nouveau plan d'action, on en parlait en début de cette édition pour la vulgarisation de la nouvelle stratégie. L'institution a mobilisé au cours de cette semaine toutes les parties prenantes pour une action commune sur le terrain. Le résumé des travaux avec Solange Amandé, Robert Potogbe et Koussala. Après une décennie d'activité, la Cour des comptes dispose de sa stratégie pour l'implication des parties prenantes. Une boussole pour redynamiser son mode de fonctionnement et surtout mieux assurer la mission qu'elle s'est assignée. Ce plan triennal 2020-2022 va permettre une réelle implication des membres de la Cour des comptes et aussi ceux de la société civile pour une parfaite vérification des comptes et la bonne gestion des deniers publics. Cette stratégie va corriger donc les déficits de communication entre la Cour et les parties prenantes. C'est pour permettre à la Cour de partager sa visibilité avec toute la population sur les travaux qu'elle est en train de faire. En tant que Cour, nous sommes en train de rendre des arrêts, c'est-à-dire de juger le compte des comptables publics. Donc c'est dans ce sens que nous voulons avoir nos partenaires qui font partie de ces parties prenantes pour essayer de mieux communiquer. Le franc qui est dépensé, le citoyen lambda doit savoir ce qu'on a fait avec ce franc qui est dépensé. C'est pourquoi nous devons communiquer, aller vers les citoyens pour leur dire, voilà, on a pris les impôts, voilà comment les impôts ont été dépensés. Oui, la stratégie pour l'implication des parties prenantes de la Cour des comptes du Togo va contribuer à l'implémentation efficace du PND 2018-2022.
Après une présentation succincte du rôle de la Cour des comptes, chacune des parties prenantes a reçu des exemplaires de la nouvelle stratégie. Elle a été élaborée avec le soutien et l'appui de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Ceci dit, quels devraient être les grands axes contenus dans la nouvelle stratégie d'action de la Cour des comptes? Solange Amandé et Robert Potobé ont posé la question et la réponse dans ce commentaire signé de Douari. La promotion de la bonne gouvernance par l'assainissement des ressources de l'État. C'est l'objectif premier de la Cour des comptes. Presque 10 ans après son installation et pour atteindre cet objectif, elle s'est dotée d'une nouvelle stratégie. Impliquer plus ses partenaires pour les 3 ans à venir. Cette option se décline en plusieurs grandes parties. Le plan a ciblé ce que nous appelons nos partenaires, les parties prenantes. Il y a sur le plan interne, au niveau de la Cour des comptes elle-même, il y a le Premier président, il y a le président de chambre, il y a le procureur général, il y a le secrétariat général. Globalement, tout le personnel de la Cour fait partie des parties prenantes. Et de l'autre côté, il y a la partie prenante institutionnelle, qui est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, les PTF et vous, les médias, et surtout la société civile. Nous sommes sans savoir que si nous prenons rien que la loi de finances, chaque année, la Cour des comptes établit un rapport. Ce rapport qui éclaire l'Assemblée nationale sur comment le budget de l'année N+1 doit être adopté. Donc dans ce rapport, il y a certaines recommandations qui sont faites que le gouvernement doit exécuter. La Cour collabore avec des parties prenantes et cette collaboration se situe à 3 niveaux d'implication. Le respect des normes imposées par cadre juridique, la diffusion de tous ces rapports et les échanges interactifs. La Cour accomplit des actions et missions avec l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Le Togo, notre pays appartenant à l'ONU, la Cour des comptes du Togo a adhéré à l'Intoussai en 2017. Et de fait, le rapport qui doit exister désormais entre notre ISC, la Cour des comptes du Togo, et cette organisation est de pouvoir bénéficier des formations et des manières de travailler. La Cour comprend 3 chambres, dont la chambre chargée du contrôle des comptes de l'État, la chambre de collectivité territoriale et celle des comptes des entreprises publiques. Les résultats des travaux de la Cour sont destinés aux entités et aux personnes soumises à son contrôle. La Cour assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Et ce communiqué de la préfecture maritime pour poursuivre cette édition. Le dimanche 15 décembre 2019, aux environs de 7 heures, le navire pétrolier MT Dunk IMO 9262-259 battant pavillon des îles Marshall ayant quitté le port de Luanda, Angola, en direction du port autonome de Lomé au Togo, a fait l'objet d'une attaque pirate commise par des individus non encore identifiés dans les eaux sous juridiction d'un pays voisin à plus de 200 km des côtes de Lomé et précisément à la position latitude 04 degrés 23 59 nord, longitude 002 degrés 03 15 est. Cette position a été confirmée par le Bureau maritime international de lutte contre la piraterie basé à Kuala Lumpur en Malaisie et sur le site de l'affréteur. En aucun cas, le bateau n'a jamais été attaqué dans les eaux sous juridiction togolaise et les personnes enlevées
Le consignateur du navire à Lomé, informé de cette nouvelle, a saisi les autorités togolaises pour lui porter assistance. Sur instruction des plus hautes autorités, un patrouilleur de la Marine nationale s'est déployé et a retrouvé le navire à qui il a apporté protection et aide à démarrer les moteurs et les groupes électrogènes impactés lors de l'attaque. Par la suite, le bateau a été escorté par le patrouilleur et est arrivé à Lomé le jeudi 19 décembre 2019. Une garde armée a été aussitôt envoyée à bord du navire pour sécuriser. D'après les déclarations d'un membre de l'équipage resté à bord, 20 personnes ont été enlevées. Une cellule anticriminalité et Interpol ont été envoyés à bord pour le prélèvement des indices en vue de rechercher les otages et les pirates en collaboration avec les services d'investigation des pays de la sous-région. Il est regrettable que certains médias et réseaux sociaux diffusent de fausses informations sur la position de l'attaque qui n'a jamais eu lieu au Togo. Le gouvernement saisit cette occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité, notamment la Marine nationale, pour cette capacité d'intervention très rapide lors de nos eaux et les services d'organismes nationaux chargés de l'action de l'État en mer pour la bonne gestion de l'événement. Il appelle la population à rester vigilante et à fournir des informations sur ce type de criminels en vue d'éradiquer le phénomène qui est transnational. Et c'est signé du capitaine des vaisseaux Takunadi Nayo. La suite de votre édition dimanche dernier, un navire pétrolier a été victime d'une attaque à plus de 200 km des côtes togolaises. L'équipage en détresse a été secouru par la marine togolaise quelques heures après. Hier, le préfet maritime devant la presse a précisé les circonstances dans lesquelles l'attaque s'est produite. Augustin Kossi pour le résumé. Des traces de balles encore perceptibles sur les vitres du navire Duc battant pavillon Machalet. C'était le dimanche dernier. Ce navire pétrolier en provenance du port de Luanda a été attaqué par des pirates à plus de 250 km hors des eaux togolaises. Bilan, un équipage en détresse, 20 membres, tous indiens enlevés. Le seul rescapé, le voici, un Nigérian. Le jeune aura sans secours vécu le drame pendant des heures. Alerté, la marine togolaise s'est dépêchée avec tout son arsenal. Des gardes armés et une cellule d'identification criminelle. La situation maîtrisée, l'équipage est secouru. 5 jours après, le préfet maritime, le capitaine de vaisseau Neyo Takunyadi revient sur les faits. Ce bateau a quitté le port d'Angola à Luanda pour venir à Lomé. Il a donc un consignataire ici qui a saisi les forces de défense et de sécurité pour le porter secours. Immédiatement, les autorités togolaises ont marqué un avis favorable et a instruit la Marine nationale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour porter secours et protéger le bateau. Très rapidement, la Marine s'est exécutée en envoyant un patrouilleur et tous les techniciens à bord. Le bateau a été retrouvé et sécurisé par la Marine nationale. Ils ont constaté aussi que les machines et les groupes électrogènes du bateau étaient hors d'usage. Certainement dans l'intention de venir par la suite pour vider le bateau, donc prendre du pétrole. Tous les patrons mécaniciens et électriciens du patrouilleur outil sont intervenus pour remettre les moteurs en marche et également les groupes électrogènes, ce qui a permis ce bateau de reprendre la route et d'arriver dans nos eaux. Les plus hautes autorités de l'État nous ont dépêchés d'aller à bord pour apporter, n'est-ce pas, notre soutien à l'équipage qui est vraiment en détresse.
Selon le préfet maritime, le navire n'a pas été attaqué dans les eaux sous juridiction togolaise. Le journal de navigation consulté sur place le confirme. J'ai pu le vérifier à bord dans le journal de navigation où il est marqué la position à laquelle il a été attaqué. Nous avons fait des photocopies. Les pirates sont dans les populations avec nous. Donc il faudrait que chacun, lorsque on a les informations sur la criminalité maritime, que ces informations soient portées aux forces de défense et de sécurité afin d'aider à mieux sécuriser les eaux togolaises. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Les otages sont encore dans les mains des ravisseurs. Le ministre togolais de l'Environnement était la semaine dernière en tournée nationale de sensibilisation et d'information sur la nouvelle politique nationale de l'environnement. L'État Beta Pamé avec Sylvain Abdou. Ces flancs de montagne qui jadis sont constitués de forêts sont aujourd'hui devenus nus, ce qui montre à suffisance un déboisement très poussé, entraînant ainsi l'avancée du désert et la disparition de certaines espèces animales. Dans les plateaux par exemple, environ 48 030 hectares de forêt sont dégradés avec pour corollaire le phénomène du changement climatique. Le cas du plateau de Daï est ici cité comme exemple. Allez sur le plateau de Daï, vous verrez. Sur le plateau de Daï, en quittant l'État pour aller sur le plateau de Daï, vous verrez les flancs sont nus. On a tout coupé. Nous avons tout coupé. Dans les années 80, quand vous arrivez sur le plateau de Daï, c'est un microclimat tempéré. Ce qui a attiré à l'époque des touristes. On n'avait pas besoin de climatiseur pour dormir sur le plateau de Daï. Mais aujourd'hui, il fait chaud. On a besoin de climatiseurs sur le plateau de Daï. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés. Ça nous interpelle. Il faut donc une prise de conscience des uns et des autres. Ici, exploitants de bois, opérateurs économiques, apiculteurs et bien d'autres acteurs de la filière bois appelés à mieux gérer les ressources forestières visant à assainir le secteur pour une gestion durable de l'environnement. Cette tournée est donc une manière pour le ministre de présenter aux acteurs les différentes orientations actuelles du gouvernement en matière de gestion durable de l'environnement. Est-ce que nous sommes venus tirer la sonnette d'alarme au regard des engagements que le Togo a pris sur le plan international en matière de protection des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, relativement aussi à l'initiative AFR100 où le Togo s'est engagé d'ici 2030 à restaurer 1 400 000 hectares de terre. Et déjà, associations et ONG s'engagent à jouer leur partition. Vu l'état de dégradation de notre écosystème au Togo, et je pense que nous allons œuvrer beaucoup à travailler de concert pour pouvoir évoluer, à atteindre les objectifs du gouvernement. Selon le ministre, le gouvernement envisage d'ici 2030 restaurer 1 400 000 hectares de forêt. Dans ce sens, il a appelé par la même occasion les populations à constituer des forêts communautaires pour permettre au Togo de réaliser ses objectifs. La suite de cette édition, le président de la République Faure Sozimna Singbe a fait don d'un important lot de matériel aux jeunes de Mango. Ce geste d'une grande générosité est composé d'outils de pêche, de maraîchage et de transport. Et c'est le directeur général par intérim de la LONATO qui a procédé à la remise officielle de ce matériel. Le reportage avec Chazina Baga. Place de la Simao à Mango, point de départ de toutes les contestations et des violences, désormais lieu de ralliement des forces vives et de convergence de toutes les actions de développement en direction de la ville. Il faut dire que les jeunes de Mango ont changé. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Nous regrettons tout ce qui s'est passé. Et par ça, nous avons perdu du temps. Nous tournons dos à la violence et désormais, c'est la non-violence que nous allons adopter dans cette ville.
Il n'y aura plus jamais de troubles ici. C'est pour justement accompagner cet engagement des jeunes à la non-violence et à la paix que le chef de l'État, Faure Essozomna Gnassingbé, leur offre ici ce lot de matériel. Il s'agit de 3 pirogues, 2 filets longs, 15 motopompes, 30 arrosoirs, 15 tuyaux de refoulement, 2 rouleaux de tuyaux gorge, 10 motos et 5 tricycles. Plus qu'une preuve, c'est désormais une certitude que le président de la République, Faure Essozomna Gnassingbé, porte les jeunes de Mango dans son cœur et tient beaucoup à leur épanouissement. C'est le chef de l'État, son excellent Faure Essozomna Gnassingbé, qui a fait ce don à des groupements de jeunes. Ceux leur demandent, au nom de l'amour vers son peuple, vers la jeunesse. Il n'y a pas un discours de développement où le chef de l'État ne parle pas de la plaine de Loti. En ce moment où je vous parle, les gens sont sur le terrain pour délimiter cette surface. Le chef de l'État a toujours pensé à nous pour que les populations profitent de cette terre. Il n'y a pas d'autre mot que le merci. Nous disons merci. Merci au chef de l'État. Un coup KO pour son excellent Faure Essozomna Gnassingbé. L'ensemble du matériel est évalué à environ 20 millions de francs CFA. Les jeunes de Mango ont désormais de quoi mettre en valeur la plaine de Loti. Nous sommes des piroguiers et nous pêchons sur le fleuve Loti. Et certaines fois, nous avons des problèmes des pirogues et des filets. Et le chef de l'État, son excellent Faure Essozomna Gnassingbé, vient de nous faire ce don. Nous le remercions et nous lui promettons que nous allons le soutenir aux élections prochaines. Et notre reconnaissance, ça se ferait à travers les urnes en 2020. Présentement, beaucoup de jeunes font le jardin et qu'avant, on ne savait pas que notre terre même était une richesse pour nous. Mais maintenant, nous avons vu que notre terre nous réserve beaucoup de choses. Donc le don nous a beaucoup plu et le chef de l'État, nous allons le remercier à travers les urnes. Nous allons lui dire que tout ce qu'il a fait, que le jeune Mangolais, la population des Mangos est reconnaissant. Le maire de la commune de Loti 1 et le secrétaire général de la préfecture de Loti ont unanimement salué ce geste de générosité du chef de l'État dont la grandeur se mesure au changement qualitatif dans la vie des jeunes. Ils ont été exhortés au dialogue, à la coexistence pacifique pour un Mango uni et prospère. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Dans le but de créer une structure nationale des artistes, la présidente du comité d'organisation invite tous les artistes, auteurs, compositeurs et interprètes sur toute l'étendue du territoire à prendre activement part à l'Assemblée générale le lundi 23 décembre 2019 à 10h à la salle de conférence de la direction de la culture située en farce du service de nationalité. Ce communiqué est signé de la présidente Jenny Djela. Et ces images de la communauté chinoise avant de refermer cette édition, elle soutient ici le gouvernement pour que la fête de Noël soit aussi tout agréable pour les enfants vulnérables. Elie Agbanyandao pour le récit. 6e geste humanitaire de la communauté chinoise à l'égard des enfants démunis. À la veille des fêtes de fin d'année, c'est plus de 6 000 enfants vulnérables qui vont bénéficier des vivres et non-vivres. La réception de ces dons est faite ici à l'Agence de la solidarité nationale. L'ambassade de Chine et la communauté chinoise au Togo apportent ainsi leur soutien aux enfants défavorisés pour qu'ils puissent bien fêter. La communauté chinoise vit en harmonie avec la population locale et ils voudraient aussi apporter leur part de contribution au bien-être, au mieux-être de la population locale. Il s'agit d'un geste qui mérite d'être apprécié et d'être soutenu. Donc pour l'ambassade, nous voudrions redoubler d'efforts pour coopérer avec le gouvernement togolais, avec le ministère de l'Action sociale, plus précisément pour renforcer la coopération dans le domaine social. C'est depuis 2014 que la communauté chinoise manifeste sa solidarité aux côtés du gouvernement togolais pour impulser une dynamique à la politique nationale d'inclusion. Les Chinois nous manifestent leur solidarité et leur générosité à travers des dons.
les fournitures scolaires et à l'occasion des fêtes d'année, des jouets et des vivres pour permettre aux enfants les plus démunis, pour leur permettre donc de jubiler de joie aussi à l'occasion des fêtes. Je voudrais dire un sincère merci à la communauté chinoise et à l'ambassadeur de Chine au Togo. 13 millions de francs CFA, c'est le montant estimé de ce don. Le ministère en charge de l'action sociale, à travers l'Agence de solidarité nationale, va bientôt démarrer la campagne de distribution de ces dons aux familles vulnérables. Encore une semaine et les enfants vont vivre les agréables moments de fête avec le Père Noël. Le bureau togolais des droits d'auteur Bitodra est engagé dans un vaste processus de réforme pour le mieux-être des artistes. Quelles sont ces réformes? À découvrir ce soir dans l'émission Au cœur de la nation, à suivre à partir de 21h avec Anita Atigakou et ses invités. Et voilà qui referme cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.